Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. La fièvre monte, celle du jeudi noir qui s'annonce le 5 décembre avec les blocages et les grèves contre la réforme des retraites. Sur le papier, la mobilisation prend l'apparence d'une grève générale préalable à toute période de bouleversement, si on se fie à la recette dans les grimoires révolutionnaires. Mais pour votre mouvement, la France insoumise qui veut défendre les gens, comme vous dites, avec une gauche radicale, est-ce que jeudi matin vous mènera en fait vers le grand soir? La question se pose, car depuis 2017, la France insoumise n'a pas réussi à lever un mouvement social et les Gilets jaunes ne correspondent pas vraiment à votre électorat. Vous nous direz si les insoumis ont un contre-projet ou si seule la révolution est au programme. Adrien Quatennens, vous êtes de la génération mutante de la France insoumise et le public vous découvre depuis 2017, fibre républicaine, ultra-laïque, secret. Vous avez été nommé coordinateur du mouvement par Jean-Luc Mélenchon. Lui garde un œil sur ses troupes, l'autre sur la présidentielle. Et votre mission, c'est faire sortir aussi votre mouvement de la culture de la formule, voire du groupuscule, et surtout de convaincre les Français que vous pouvez exercer le pouvoir un jour. Pour vous interroger, Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleureau de CNews qui vous posera tout à l'heure la première question. Mais avant cela, à la veille de l'hommage aux 13 militaires tués au Mali, on écoute, on regarde. Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. Et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je lui dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Adrien Quatennens. Demain, vous participerez à l'hommage en mémoire à ces 13 soldats morts au Mali. Évidemment, et c'est le moment de le faire avec toute la nation rassemblée, le plus de monde possible, je l'espère, aux Invalides. D'abord pour entourer de notre affection ces 13 familles endeuillées, puisque la France a perdu 13 des siens au Mali, ce qui porte à 44 le nombre de Français décédés là-bas. Et donc la première des choses à faire, effectivement, c'est de nous serrer les coudes et de nous retrouver pour les entourer dans l'unité de notre nationale. affection, évidemment, de toute évidence. Et j'observe d'ailleurs que des enfants monteront à Paris des régions d'origine de ces militaires. Et je crois que c'est une image extrêmement positive. C'est d'abord la première chose qu'il faut faire. Et avoir aussi un salut pour toutes celles et ceux qui s'engagent, leurs frères et sœurs d'armes, et qui s'engagent parfois jusqu'au péril de leur vie pour obéir à des décisions politiques. Le Premier ministre lui-même l'a rappelé lors de la dernière séance des questions au gouvernement, où il a été beaucoup question de la situation au Mali. Il a rappelé, très justement d'ailleurs, qu'effectivement, le déploiement de forces armées, c'est toujours une décision politique. Raison pour laquelle nous avons aussi demandé à ce que l'on puisse parler de cela. On va y venir. Justement, quand Emmanuel Macron dit que tout est sur la table, qu'il est prêt à revoir les modes d'intervention, est-ce que ça vous va ? Mais je pense que c'est la bonne chose à dire. Et d'ailleurs, j'observe que quand la France insoumise l'a dit dès mardi, après avoir rendu hommage à ces 13 soldats... elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'il ne faut pas être au Mali. Là, et c'est quelque chose d'ouvert pour discuter. Il a pas, Alors, vous nous aurez mal écouté, Cécile Cornudet, puisque mardi à l'Assemblée nationale, mon collègue Bastien Lachaud, qui travaille sur les questions de défense, était le premier à poser la question au gouvernement et a d'abord effectivement rendu hommage au nom de l'ensemble des députés ou de l'ensemble de la nation à ces 13 personnes décédées et a exprimé notre soutien à leurs familles. Et ensuite, il a expliqué quelle était notre demande, à savoir simplement le fait de pouvoir interroger le bilan géostratégique de l'opération au Mali, puisque ça fait maintenant 6 ans que nous y sommes. Et la question qui est posée, c'est de savoir si nous atteignons nos objectifs. Et avant de savoir si nous atteignons nos objectifs, encore faut-il savoir précisément lesquels. Alors justement, Bastien Lachaud, avec Jean-Luc Mélenchon, ce matin dans le JDD, signe une tribune où il est dit notamment qu'il faut ramener les soldats à la maison, construire un étau de prospérité au-delà de la belle formule. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan opérationnel, sur le plan concret? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, d'abord, regardons, puisque pour parler concret, il y a une chose qu'il faut dire et qu'on peut regretter, je pense, ensemble, c'est que c'est toujours quand il y a ce genre de tragédie que l'on se met finalement à parler de politique. Parce que je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'opération au Mali, elle n'a jamais été discutée au Parlement. Au départ, c'était une opération, l'opération Serval, qui visait simplement à protéger la ville de Bamako, puis ça s'est transformé en l'opération Barkhane. Ça fait maintenant 6 années que nous sommes sur place, 4500 militaires qui sont déployés sur le sol malien, un peuple malien qui au départ nous a accueillis avec beaucoup de satisfaction et qui aujourd'hui, vous l'observez, parfois manifeste pour demander le retrait des troupes françaises. Donc la question fondamentale, c'est quel est notre intérêt là-bas? Que faisons-nous? Est-ce que nous servons encore finalement les intérêts du peuple malien? C'est vraiment toute la question qui est posée. C'est pas simplement lutter contre le terrorisme? Mais c'est plus que ça, parce que si vous voulez, il faut bien nommer les choses.
quand on parle de terrorisme dans la situation du Mali, de quoi précisément parle-t-on? En réalité, vous voyez cette expression pour qualifier le Mali, elle charrie des choses extrêmement contradictoires. Vous avez d'un côté effectivement les authentiques terroristes islamistes, mais vous avez aussi des milices, vous avez la corruption, vous avez parfois des gens qui comment vous faites la différence gagnent... vous sur le Eh bien, terrain? il faut pouvoir, si vous étiez au pouvoir, il faut comment vous faites pouvoir d'abord se dire, Michael Darmon, quels sont les objectifs que l'on poursuit. Pour moi, je crois que l'objectif qu'il faut poursuivre, c'est que le peuple malien lui-même ait tout indiqué pour décider de ce qu'il veut pour son pays. Or aujourd'hui, l'État malien est complètement failli, la corruption a absolument gangréné l'État, les services publics sont absents, quand ils ne le sont pas, Mais ils les sont États ont indigents. demandé secours justement. Comment ont demandé secours à l'Europe, à la France en Oui, particulier. mais Michael depuis, Darmon, 2012, la vraie 2013. question c'est est-ce que c'est toujours ces objectifs-là que nous poursuivons? La démocratie et le retour finalement à la paix civile au Mali. Si oui, est-ce que nos 6 années d'engagement sur place ont concouru à améliorer la situation? On doit regarder la situation froidement, de manière rationnelle. Mais sans Et les ce que militaires l'on voit... français sur place, vous Alors, pensez que la situation militaire... Attendez, parce que je ne dis pas qu'on va tous se retirer en un claquement de doigts. La question est, que faut-il faire? Aujourd'hui, la solution, pour moi, ne peut pas être que militaire. La solution est d'abord et avant tout politique. On ne peut pas avoir le retour à la paix uniquement par la solution militaire. Alors, politiquement, ce qu'il faut faire, c'est concourir à ce que la démocratie revienne. Il y a des zones au Mali où les terroristes, pour les appeler comme cela, ne sont pas présents. Ne pourrait-on pas commencer par faire en sorte que le peuple malien reprenne lui-même démocratiquement le contrôle de ces zones, de les rendre attractives, pour aussi faire en sorte que l'islamisme ne s'étende pas. Vous reprenez un peu l'argumentation de Jean-Luc Mélenchon, et c'est normal, vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, mais vous, personnellement, à l'Assemblée, vous avez demandé une commission d'enquête sur l'efficacité des opérations. Mais évidemment. Vous n'êtes pas sur, au fond, la décision politique Bien sûr. de fond. Mais bien sûr que si, justement, Michael Darmon. La question que nous posons, et nous l'avons déposée au nom du groupe La France Insoumise depuis le mois de février 2018, je crois, nous avions demandé une commission d'enquête parlementaire de manière à faire le bilan géostratégique de ce qu'on appelle les OPEX, En février 2018, vous avez demandé les opérations déjà. Oui. extérieures, Oui. pour savoir précisément quels sont les objectifs, est-ce qu'on les atteint. Aujourd'hui, moi, je considère que la solution est notamment politique. Et plutôt que d'être finalement dans une situation qui est en quelque sorte une forme d'enlisement, pourquoi ne pas identifier clairement avec le peuple malien les zones sur lesquelles effectivement aujourd'hui les terroristes ne sont pas implantés? Pourquoi ne pas s'occuper à faire véritablement revenir les services publics là où ils ne sont plus, avec des vraies écoles Mais est-ce qu'on d'État? peut le faire Parce tant que que la sinon- paix n'est pas Mais je pense revenue? que c'est une condition, Michael Darmon, pour que la paix revienne. Je vous dis, il y a des zones au Mali qui sont encore aujourd'hui Mais les terroristes ont préservées de ce changé point de de vue. zone. Ils ont pu Alors en partir, effectivement, ils après se bougent. déplacent, mais il y a des zones sur lesquelles on peut faire revenir Et le est-ce peuple. qu'il faut impliquer davantage nos partenaires européens? Comment on le fait? Je crois que c'est pour l'instant assez vain, on le voit bien. D'accord. Ça Faut apparaît pas souvent chercher. comme des vœux pieux, on peut le demander, mais je pense que c'est pas la solution. La solution, c'est de dire quels sont Ce nos n'est pas la objectifs. solution de faire venir d'autres alliés avec la France? J'en Elle suis doit pas rester certain. seule, la France J'en suis pas certain pour la raison que, comme je vous le dis, je ne crois pas que la solution soit exclusivement militaire. Par exemple, quand je parle de faire revenir des écoles, si on avait vraiment des services publics, si on avait, vous savez, il y a des zones au Mali où il n'y a plus aucun service public, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'écoles. Si par exemple, ce serait vraiment de faire revenir ces services publics, peut-être qu'on n'aurait pas alors des investissements étrangers, comme par exemple ceux de l'Arabie Saoudite, qui font ouvrir des écoles coraniques sur le sol malien. Voilà, il faut se poser la question de finalement, quels sont nos objectifs? Est-ce qu'on les atteint? Aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire, Michael Darmon, et on peut le déplorer ensemble ce matin. Depuis 6 ans que nous sommes sur place, la situation ne s'améliore pas. Donc il faut bien pouvoir politiquement traiter de la question. Et d'ailleurs, j'observe que Si. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose après nous sur le sujet. Donc oui, il faut pouvoir Mais se pour vous, fixer comme objectif, Michael Darmon, à terme le retrait. Enfin, on ne s'est pas engagé Mais- pour rester ad vitam aeternam sur place. Et le Aujourd'hui, plus les- important, le cœur de l'affaire, c'est que le peuple malien puisse décider de ce qui est bon pour lui-même. Les chefs d'État de la région du Sahel, notamment il n'y a pas longtemps au Forum de la paix, le président du Niger disait si nos États tombent, l'Occident, l'Europe tombe ensuite derrière. Est-ce que pour vous, le préalable n'est pas d'abord de stabiliser une région avant de commencer à reconstruire? Vous Mais- dites, la guerre n'est pas terminée, mais il faut déjà penser à Michael la Darmon, reconstruction. Vous m'écoutez? Ben oui, je justement. vous explique qu'il J'essaie y de a, mieux il y a comprendre des encore. zones de conflit et des zones de guerre, mais que sur l'ensemble du territoire malien, il y a aussi des zones qui aujourd'hui ne sont pas occupées par l'activité terroriste. Et je reprécise que quand on dit activité terroriste, en réalité, il y en a beaucoup qui s'adonnent à du terrorisme pour des motifs qui sont différents. Donc encore faut-il cibler les objectifs. Moi, je pense que la solution est d'abord et avant tout politique et qu'on peut faire en sorte de rendre des zones attractives pour le peuple malien de manière à contenir y compris l'étendue et l'expansion finalement de ces groupes terroristes. Voilà un objectif qui est politique. Et s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de vote à l'Assemblée justement sur cette question,
c'est parce que l'exécutif pense qu'il n'y aurait pas de majorité aujourd'hui sur cette intervention militaire que les Français... Vous savez, je pense seraient qu'au-delà de opposés. la question particulière du Mali, c'est une question qui est aussi typiquement française. C'est le propre de la monarchie présidentielle où C'est la cet prérogative du aspect-là chef est de le fait l'État. du prince en quelque sorte. Voilà. Et généralement, quand on discute d'ailleurs du déploiement de forces militaires à l'international, on en discute après que l'opération ait été engagée. D'ailleurs, dans les Parfois règles de la pour des Constitution, questions de le secret défense, gouvernement doit de informer le stratégie Parlement, militaire. mais il n'y a pas de discussion en amont et c'est tout le problème. Ça prend Et du vous, temps c'est ce que vous de voudriez discuter. changer quand vous dites que vous voulez exercer le pouvoir, on arrivera au pouvoir. vous avez l'air d'en douter, Mickaël Non, pas Darmon. du tout, je pose la question. Moi, je ne doute pas, je regarde. Simplement, vous en parlez régulièrement, donc ça veut dire que ça vous questionne sur le régalien également, ce que l'on appelle justement ces grandes prérogatives d'un chef de l'État. Bien sûr. Vous les admettez? Mais évidemment, la paix est un objectif et la paix est une construction politique. Voilà. Là, ça fait 6 ans qu'on est Mais qui engagé passe sur aussi par le place, renseignement, par le secret défense. de toute évidence. Et je ne dis pas le contraire. Mais convenez avec moi, si vous le voulez bien, que la solution au Mali n'est pas que militaire. Et que l'intérêt de la France, c'est de concourir à ce que le peuple malien lui-même puisse décider. Vous savez, il faut aussi se garder d'une certaine relation qu'on peut avoir parfois avec l'Afrique, qui ferait que parce qu'on est l'ancien pays colonisateur, eh bien, on donnerait finalement des consignes à tout le monde. Le cœur de la solution au Mali, c'est que le peuple malien puisse souverainement décider de ce qu'il veut pour son État, un État qui est aujourd'hui failli et dont on peut déplorer que malgré 6 années de présence française sur ce territoire, la situation ne s'améliore pas. Vous savez, on le doit aussi, cette explication et ce débat, on le doit aussi aux familles endeuillées. Parce que ce ne sont pas les militaires qui sont en cause, ce sont des décisions politiques. Les militaires, ils servent et ils obéissent. Donc il faut pouvoir expliquer aux familles ce que nous faisons précisément sur place, dire ce que nous réussissons moins, mais surtout quel objectif nous visons. Voilà, je pense que c'est effectivement le débat qu'il faut avoir dans la période. Mais demain, l'urgence absolue, c'est d'être réunis autour de ces familles et de ces cercueils que l'on va avoir face à nous dans la cour des Invalides et d'avoir des mots de compassion. Et on vous y retrouvera demain, la semaine qui commence, c'est Évidemment. celle d'une autre bataille. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. Et surtout notre invité, Adrien Quatennens, donc député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Cette semaine, le jeudi 5 décembre, ce sera peut-être le début de cette fameuse convergence des luttes, mais on va voir quel rôle vous allez pouvoir y jouer. Cécile Cornudet. Oui, vous allez manifester le 5 décembre, Adrien Quatennens, et pour la première fois, ce sera aux côtés du Rassemblement national. Jamais le RN, ni avant lui le FN, ne s'était joint à un mouvement syndical. Gérald Darmanin, ce matin dans le JDD, dit que c'est une première historique, mais ça ne vous pose pas question ? Bon, j'espère qu'on va pouvoir parler du fond après. Mais oui, si c'est vous prévu. voulez qu'on parle du Rassemblement national, on peut le faire. Moi, je ne suis pas gêné avec ça. Écoutez, je crois qu'il est urgent maintenant de le faire reculer. Pour la première fois, je pense que le Rassemblement national pourrait l'emporter dans ce pays. Et je ne veux pas de l'extrême droite. En 2022 ? Je ne veux pas de l'extrême droite, effectivement, au pouvoir dans ce pays. Alors, il faut pouvoir le faire reculer. Et la question, c'est comment En on marchant procède à pour le côté de faire lui. reculer. Parce que pour l'instant, ce qui se passe depuis des années, c'est que finalement, on se contente parfois de crier au fascisme, de fustiger l'extrême droite, sans finalement vraiment toujours mener le combat de face au Rassemblement national. Moi, je crois que si quelqu'un connaît une autre méthode, il le dira, moi je n'en vois qu'une. C'est de convaincre une part de celles et ceux qui votent pour le Rassemblement national de faire d'autres choix. Je pense qu'au sein de l'électorat du Rassemblement national, il y a sans doute des gens qui sont convaincus par le projet ethniciste de Madame Le Pen. Ceux-là, vous admettrez qu'ils seront peut-être difficiles à convaincre, mais il y a tous les autres. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord convaincre une partie de votre électorat qui Non, attendez, je termine ma démonstration si vous le voulez bien. Non, parce que ça, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe Très pas. franchement, où c'est extrêmement résiduel. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de Françaises, de Français qui votent pour Madame Le Pen ont intériorisé, pour une raison que j'ignore, que finalement c'était le vote qui permettrait de mettre un coup de pied aux fesses à tout le système. Vous voyez, il y en a certains qui pensent vraiment faire un acte presque, pour reprendre les termes de M. Darmon, révolutionnaire. Ils ont changé au début votant du pour quinquennat, Madame Le ils pouvaient Pen. penser que c'était Alors vous, moi, et ils ont évolué. Non, mais moi je vais dire une chose, c'est que là pour le coup c'est un défi. Il faut pouvoir convaincre et faire des démonstrations. Et moi je le dis à celles et ceux qui sont en colère et qui votent Madame Le Pen non pas par souci de son programme mais pour exprimer cette colère, vous faites une erreur. Je le dis tranquillement. Mais N'empêche si que vous serez dans la attendez, rue avec eux. si vous appliquez le programme de Madame Le Pen, souvent vos propres intérêts, ceux qui votent pour elle, sont contredits. Je prendrai qu'un exemple. Le grand mouvement populaire qu'on a connu depuis maintenant plus d'1 an dans ce pays, qui avait notamment pour revendication un meilleur partage des richesses. Madame Le Pen a mis sur sa liste aux européennes des gens qui sont favorables à la suppression de l'ISF. On a une demande d'augmentation des salaires. Madame Le Pen, sur les plateaux télé, raconte qu'elle est contre l'augmentation du SMIC. Donc je veux dire, si vous voulez, qu'il y a des gens qui, de mon point de vue, en pensant mettre un coup de pied aux fesses
au système en votant pour Madame Le Pen Alors, se mettent c'est- en fait un coup de pied aux Alors, fesses vous devrez- à vous- eux-mêmes. vous- Alors vous- après, bon, que Madame Le Pen se découvre désormais une fibre sociale, bon, c'est pas la première fois qu'elle essaye de chasser sur d'autres terres que les siennes. Bon, Mais vous voilà. manifestez contre les retraites ou contre la politique d'Emmanuel Macron? Alors moi je pense que c'est bien évidemment au mouvement syndical et à ceux qui seront mobilisés de dire quelle direction ils veulent que le mouvement prenne. Moi j'ai ma conviction, c'est que la bagarre elle se situe sur le terrain des retraites. Et je crois en plus que le gouvernement est en difficulté, que petit à petit nous arrivons à démasquer ses intentions réelles, j'espère qu'on aura le temps d'en parler juste après, et que du coup, eh bien, il peut reculer. Donc je le dis, la mobilisation du 5 décembre et ses suites, parce que j'estime qu'il va falloir que tout cela dure un peu, et j'espère qu'on ira du 5 au 7, et puis après le reste aussi, doit permettre d'avoir le rapport de force nécessaire pour que Alors le justement, gouvernement vous devez convaincre remballe aussi- sur sa Vous réforme devez des convaincre retraites. aussi maintenant que vous avez des propositions à faire, un vrai contre-projet. Damien Fleureau. Oui, il y a des ouvertures de la part du gouvernement sur cette réforme des retraites. On sent que sur le sujet de la pénibilité, le gouvernement est prêt à faire des concessions. Sur la gouvernance aussi paritaire du futur système qui pourrait être confié aux syndicats, vous seriez contre que les syndicats gèrent ce futur système des retraites? Non mais on peut discuter de toutes ces modalités, du fait que effectivement pour moi la sécurité sociale c'est d'abord et avant tout le fait des salariés. Donc pour moi c'est d'abord les salariés qui doivent et leurs syndicats qui doivent pouvoir décider. Mais je voudrais, si vous voulez Donc ça bien, va plutôt dans le bon sens, ces attendez, ajustements. je voudrais bien profiter de mon passage chez Allez-y. vous ce matin Allez-y. pour que ceux qui nous écoutent comprennent vraiment ce que va faire le Et gouvernement. regarde. D'accord ? Parce que en fait, ce qu'il veut faire, c'est derrière l'alibi de l'universalité et de l'égalité, c'est faire les poches de tout le monde. Je m'explique très concrètement. Jusqu'à présent, notre système de retraite avec la sécurité sociale a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, il n'est pas en déséquilibre immédiat ou en péril immédiat, tout le monde le sait, même le gouvernement le dit, pour une raison. C'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a augmenté à peu près d'autant et parallèlement les ressources allouées au financement des retraites. C'est Emmanuel Macron qui procède désormais à une rupture. Entendez-moi, Emmanuel Macron veut geler à 14%, c'est-à-dire au niveau actuel, la part des richesses consacrées aux retraites. Tout ça est un peu technique, mais Donc alors vous que... dites qu'il faut Attendez, mettre plus. je termine. pour Alors, financer. pour que les gens comprennent bien, parce que, si vous voulez, la réforme, elle sera votée, que les gens comprendront toujours pas, avec un gouvernement qui, en plus, leur dit « rassurez-vous, ça ne vous concernera pas », etc. Moi, d'ailleurs, je me pose la question, si cette réforme est un progrès, pourquoi on rassure en disant « ça ne s'appliquera pas à vous » ? Si c'est un progrès, tout le monde devrait courir pour que ça s'applique à soi-même. Ça n'est pas le cas. Le gouvernement veut donc plafonner les ressources qui vont être allouées aux retraites, la part des richesses allouées aux retraites, alors que, on le sait, les projections démographiques montrent qu'il va y avoir toujours plus de seniors. Par conséquent, s'il fallait schématiser les choses, en gros, nous allons être toujours plus nombreux à table, on le sait, et Emmanuel Macron nous dit « je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau Du coup, Le vous système par proposez quoi points... Vous l'avez admis Vous proposez aussi. quoi J'y viens, Il Cécile faut Cornudet. travailler plus longtemps, vous l'avez Donc, admis aussi. qu'il faut pas travailler plus j'y longtemps. viens, Michael Darmon. Ce qui veut dire que le système par points ne permet qu'une chose, entendez-moi bien, couper toujours de plus petites parts de ce même gâteau. La conséquence, c'est qu'il faudra soit travailler beaucoup plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, soit que les pensions vont diminuer. Et ceux qui en sont réjouis, ce sont les assureurs et les banques qui se disent que si le système par répartition Le gouvernement dit qu'il n'y devient aura pas de indigent. baisse des pensions. Et vous n'envisagez pas que Cécile le Cornudet, gâteau si, puisse je justement vous le dis, s'agrandir? Cécile Cornudet, entendez-moi. Tout le monde est concerné, tout le monde, sans exception, et tout le monde sera perdant. S'il y avait des gagnants, ils ne seraient que très temporaires et anecdotiques. Enfin, vous êtes dans un journal Les Échos, donc vous maîtrisez un peu l'économie. Si la part des Pas richesses, qu'un peu. si la part des richesses produites est plafonnée, alors que la part des seniors dans la population continue à augmenter, et qu'on n'augmente pas cette part des richesses, si les pensions, comparativement à aujourd'hui, vont baisser. Et si vous voulez atteindre le même niveau de pension, il faudra Mais ça, c'est dans travailler le cas où la toujours plus croissance longtemps. n'augmenterait pas. Pourquoi vous êtes pas Donc, pessimiste qu'est-ce à que ce vous point? proposez La c'est pas- croissance pourrait augmenter, le Non, gâteau même augmente. si la croissance augmente, Michael Darmon, si la part des seniors dans la population augmente plus vite, alors ce qui va se produire, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps ou que les pensions vont baisser. Mais je vous le dis, peut-être que vous avez les moyens de faire de la capitalisation, mais vous-même, vous êtes concernés, vous aussi, tous ceux qui sont dans ce studio, dans la régie et ceux qui nous écoutent sont concernés. Donc vous proposez quoi? Alors, moi je pense que ce qu'il faut dire, c'est quel est l'objectif politique. Emmanuel Macron nous dit souvent, on vit plus longtemps, il faudra travailler plus Il longtemps. dit c'est réduire les injustices. Oui, alors attendez, on y vient. Donc, réduire les quel est injustices. en quelques minutes votre contre-projet? Quel Bon, est-il? d'abord, moi je considère que si on vit plus longtemps, c'est notamment parce que l'on a travaillé moins longtemps. L'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est de 63 ans. Eh bien,
À la question « Que voulons-nous pour nos vieux jours ?», Emmanuel Macron répond « Faire des économies sur le dos des retraités ». Moi je réponds « Que voulons-nous pour nos vieux jours ?» Oui, la retraite c'est quelque chose de positif, c'est un nouvel âge de la vie où l'on prend soin de soi, de ses proches, où l'on s'engage. On devrait d'ailleurs quantifier les économies incroyables que font faire les retraités de ce pays à tout le peuple français. Très bien. Qu'est-ce que Donc, vous répondez aux Français qui sont pour la réforme d'un système des retraites à 76% aujourd'hui, pour une réforme? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors je leur dis À d'abord, part que le la 5... retraite c'est beau. Non, attendez, Mickaël Darmon. Tranquille, je vais vous Très répondre. tranquille. Le Allez-y. 5 décembre, celles et ceux qui feront grève, comme celles et ceux qui vont subir la grève, ont en fait un intérêt commun à ce que le gouvernement remballe sa réforme. Le gouvernement va jouer des divisions. D'ailleurs, l'universalité n'est qu'un alibi. On parle beaucoup des régimes spéciaux de retraite qui ne concernent que 3 petits pourcents de la population active. Il n'empêche quand il Attendez. dit le chauffeur de bus de la RATP part beaucoup plus tôt Très que bien. celui des municipalités. Alors, ne peut-on pas imaginer une harmonisation qui ne se fasse pas Par par le le bas, bas? Moi, je pense qu'on peut étendre la reconnaissance de la pénibilité par des critères à d'autres professions. Parce que Même non, si les C'est métiers pénible ont changé, de conduire même un bus. Même si les métiers ont changé. c'est pénible peut-être, oui, de conduire un métro dans l'obscurité toute la journée. Demandez un peu aux agents de la RATP ce qu'ils en pensent. Enfin, faites-le, vous essayez, on verra bien si c'est pénible. Vous nous le direz après peut-être une semaine ou deux d'expérience. Pourtant, les Fixons- Français considèrent qu'ils sont avantagés, que ces systèmes Alors, ou autonomes ou vous avez raison, particuliers- Mickaël Darmon, le gouvernement fait ce pari que la jalousie des Français entre eux serait plus importante que l'aspiration de tous à de bonnes retraites. Je Non, mais fixe, moi... justement, Attendez, laissez-moi développer un peu, parce que On sinon vous on laisse. s'en sort pas. Non, vous Si vous laisse. voulez que les gens qui nous écoutent comprennent bien, essayez de laisser un peu Mais un on développement vous- politique on se vous- faire. on vous Moi, questionne pour clarifier. je fixe un cap. Que l'on parte à la retraite à un âge décent. Qu'est-ce qu'un âge décent? Moi, avant d'être député, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique. J'ai regardé pour ma génération, l'âge d'équilibre de Monsieur Delevoye, c'est 66 ans et demi. J'imagine mal des conseillers clientèle sur les plateaux téléphoniques jusqu'à 66 ans et demi. J'imagine mal des pilotes de ligne jusqu'à 68 ans. Or, cet effet, c'est que ça va déporter mécaniquement l'âge auquel il faudra partir pour avoir un niveau de pension décent. Moi, je suis pour qu'on défende la liberté de partir dès 60 ans et avec un niveau de vie qui est maintenu. Votre départ en retraite ne doit pas constituer un décrochage de votre niveau de vie. Et je pense que l'on peut, oui, étendre la pénibilité à d'autres métiers. Voilà qui me semble être un objectif politique, pas simplement faire des Et on économies. finance comment? Voilà la question que j'avais Des bien échos. sûr anticipée. Il faut donc cuisiner un plus gros gâteau, en quelque sorte, s'il y a plus de monde autour de la table. Comment on le cuisine? Il y a d'abord des hypothèses à très court terme. Si par exemple on mettait fin à l'inégalité persistante des salaires entre les femmes et les hommes, qui est inacceptable et qui est aujourd'hui de l'ordre de 20%, vous avez immédiatement des cotisations en plus dans les caisses. Si on augmente les salaires, comme quoi tout est lié en économie, rien qu'1% d'augmentation de salaire, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus. Si l'on crée de l'activité et de l'emploi, quand nous parlons de la Donc il faut de la planification croissance dont écolique... vous parlez au fond. Non, attendez, non, comme les non, membres du gouvernement que vous avez rencontrés mais, récemment. arrêtez ces raccourcis. Non, je pose la question pour Non, clarifier. je vous dis, Toujours. on peut effectivement relancer l'activité par les salaires et on peut créer des cotisations en plus. Ensuite, une autre question, la mise à contribution des revenus du capital. Mickaël Darmon, la question des retraites, c'est aussi la question du partage de la valeur. Un salarié français en 1980 travaillait 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires, c'est 45 aujourd'hui. Ne peut-on pas, je vous pose la question, imaginer qu'on répartisse mieux? Et ensuite, dernière piste de financement, vous voyez que c'est assez précis, On va on fera un continuer à en parler. contre-projet On va continuer à en chiffré parler. bientôt, c'est la cotisation. Oui, à moyen long terme, toutes les projections économiques, notamment celle du COR, le Conseil d'orientation des retraites, montrent que l'on peut augmenter le salaire net tout en augmentant les cotisations. Les cotisations, je demande qu'on entende, c'est une part de votre salaire. Quand Emmanuel Macron vous dit « je baisse vos cotisations, j'améliore votre pouvoir d'achat », il vous ment. Parce que pour le petit gain Alors, que vous Adrien avez sur le Quatennens. salaire net, demain c'est de la santé en moins, c'est des retraites en moins. Je, Je termine juste en je- disant, je vous quand écoute avec M. beaucoup Macron nous d'attention, mais dit... l'heure avance, il faut Je veux qu'on juste se terminer. retrouve dans quelques Est-ce que instants. travailler plus longtemps fonctionne aujourd'hui dans notre pays? Question Je termine. à laquelle on répond dans quelques instants, s'il vous plaît. Page de pub. Pour les retraites. Pause. Et notre invité, Adrien Quatennens, le débat est sur les retraites et on doit comprendre effectivement, selon vous, quelle réforme se prépare du côté du gouvernement. Cécile Cornudet. Sur cette question des retraites, il y a une bataille qui s'engage, c'est celle de l'opinion. Est-ce que vous n'avez pas intérêt, pour que les usagers ne se sentent pas pris en otage par les grèves, à inventer des choses nouvelles pour qu'il y ait un minimum garanti, enfin qu'on soit moins dépendant des transports? Vous savez, la grève, par définition, ça gêne. Et ça ne plaît pas ni à ceux qui la font. Je veux dire, c'est un effort hein, de faire Et ça ne grève. vous C'est gêne des pas, journées vous, de paye, gêner les etc. gens? Posé comme ça, c'est sûr qu'on peut y réfléchir. Moi, je pense, Mickaël Darmon, que concrètement, si on parle du 5 décembre, et pour citer la question des transports, je voudrais que soit entendu, et le gouvernement n'y aide pas, bien sûr, c'est sa stratégie, que ceux qui vont se retrouver bloqués sur les quais
ont intérêt à ce que le mouvement social réussisse. Parce que eux aussi, quelle que soit leur profession, quel que soit leur régime, Oui, mais ils vont être, laissez-moi terminer, ils vont être concernés et ils vont aussi manger la terre avec cette réforme parce que mécaniquement, comparativement au système actuel, les pensions vont baisser, il faudra travailler plus longtemps. Donc évidemment, il y a des secteurs de la société qui ne sont pas habitués à faire la grève, qui ne le supportent pas, culturellement ils se disent oula, c'est le beans dans le pays. Bon, mais en réalité, ils ont intérêt à ce que le mouvement social soit un succès. Donc je dis, et j'appelle peut-être les militants de la France Insoumise à le faire, bien évidemment, ce 5 décembre, il faudra participer aux manifestations pour être le plus nombreux, ça participe du rapport de force, même si avec les transports mis en difficulté, peut-être certains auront du mal à rejoindre les manifs, raison pour laquelle, par exemple, à Paris, on organise, nous, des cars pour que des gens qui sont éloignés de la manifestation puissent y venir. Mais je crois que l'une des tâches que pourraient accomplir les militants de la France Insoumise, c'est d'aller à la rencontre directement sur les quais des gares des usagers, avec notre tract que nous avons fait sur les retraites, Oui, Mais qui est bien fait, et pour pouvoir, bien je sûr. termine, Voilà, pour pouvoir aller Mais- expliquer aux Mais usagers. est-ce que les Français pour que vous pouvoir allez aller- rencontrer vont pour vous dire pouvoir- arrêtez de nous embêter, pour nous on veut pouvoir- travailler tranquillement, on veut faire les courses de fin d'année, cette réforme des retraites on la veut et on vient de le voir avec Pendant les la sondages. réforme de Non, la mais SNCF, ils peuvent Alors, aussi c'est vous ce dire qui ça. s'était Mickaël Darmon, passé. Mickaël Ils Darmon, peuvent aussi vous dire ça. les Français qui vont subir la grève, je vous le dis, ont intérêt à ce que cette réforme soit retirée. Charge à nous, et c'est une tâche que je propose aux Insoumis, d'aller à la rencontre des usagers qui vont pâtir les premiers de cette grève pour les faire passer du côté des grévistes. Voilà. Mais parce qu'encore une fois, je vous le dis, ça n'est pas la grève du maintien de quelques privilèges, du maintien de quelques régimes. Ça, c'est l'alibi du gouvernement. Vous savez, l'universalité, l'égalité. Mais songez-y un instant. Est-ce que le fait que tout le monde parte d'une même ligne de départ pour une retraite par points est égalitaire ? Est-ce que ça corrige quoi que ce soit des inégalités persistantes, par exemple, d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier ? Vous savez qu'entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années d'espérance de vie d'écart dans ce pays. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, 13 années. Donc, si vous voulez, l'universalité, que soit entendue, dans la réforme de M. Macron, l'universalité est un alibi pour procéder en réalité à un gel de la part des richesses consacrées aux retraites. Même pour ceux qui ont des gros revenus, Mickaël Darmon, Emmanuel Macron abaisse le plafond à partir duquel vous n'ouvrez plus de droits. C'est-à-dire que c'est un encouragement à un transfert des richesses Et pour bien de la comprendre- sécurité sociale vers le pour privé. bien comprendre Enfin, les retraites, politiquement- c'est 300 milliards d'euros. Oui, bien Donc sûr. c'est un magot qui intéresse beaucoup d'appétit. Et pour bien Tout le comprendre- monde va perdre. Et- Donc le gouvernement va essayer de jouer de la division entre les Français. Je dis, n'y succombez pas. Nous avons toutes et tous intérêt à ce qu'il retire sa réforme, mais je redis que je ne défends pas le statu quo et que nous allons proposer une contre-réforme dont les grands axes sont la liberté de partir à 60 ans, pas une retraite sous le SMIC pour une carrière complète et aucune retraite sous le seuil Et de le pauvreté. maintien des régimes spéciaux. Vous l'avez dit, vous l'avez alors, l'extension de la pénibilité en fonction de critères. On regarde quels sont les critères de pénibilité et on fait rentrer toutes les professions qui répondent à ces critères en accordant des trimestres supplémentaires de cotisation lorsqu'on a un métier Alors, pénible. Oui, vous voilà, l'avez je dit, crois on qu'il y voudrait a juste un comprendre objectif en politique. un mot, et on va passer ensuite à un autre sujet très important. C'est pour vous une bataille contre la réforme des retraites ou vous voulez engager la grande lutte, la grande contestation contre le gouvernement Macron et faire tomber Écoutez, ce gouvernement? Dans le pays, c'est clair, les colères sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce que tout le monde voit bien qu'en 2 ans et demi de quinquennat d'Emmanuel Macron, la promesse de prospérité qui avait été faite en redistribuant aux plus riches, ça ne marche pas. En 2 ans et demi, les 0,1% les plus riches ont eu 23 000 euros par an en moyenne de plus Mais en pour 2 eux. ans et demi, vous n'êtes pas Et la parvenu à pauvreté, fédérer la gauche. comme Laissez-moi le souhaitait terminer si c'est Jean-Luc possible. Mélenchon. Et la pauvreté, elle, s'est étendue. Les services publics sont devenus dans une situation critique. On voit notamment la santé. L'État républicain s'érode. Et donc, il y a beaucoup de colère. Néanmoins, moi, je pense, c'est mon avis, que sur la bataille qui s'engage le 5 décembre, il ne faut pas dévier, il faut aller sur les retraites, à mon avis, parce qu'on peut faire reculer ce gouvernement. Je le dis haut et fort, compte tenu de ce qu'est la réforme, si on arrive à faire l'explication aux Français, loin de cette tentative de diviser les Français entre eux, que tout le monde est concerné, que tout le monde sera perdant, et moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui du gouvernement pour en faire la démonstration, C'est noté. alors nous pourrons gagner, et alors le Vous l'avez gouvernement déjà pourra fait, reculer et remballer cette réforme. On vous invitera à nouveau pour pouvoir en parler dans d'autres éditions, bien sûr, sur Europe 1. Par rapport à également un autre sujet sur lequel vous êtes peut-être finalement un peu moins allant, peut-être un peu plus en difficulté, on va en parler tout de suite. D'abord, on écoute Christophe Castaner, on écoute, on regarde. Par idéologie ou par ignorance, certains minimisent la réalité des atteintes à notre pacte républicain. Les enfants déscolarisés, la haine professée. Ils s'abritent derrière un argument d'apparence imparable. Ils nous accusent d'islamophobie. Ne les laissons pas se déguiser en victimes. La haine en France, d'où qu'elle vienne, n'a pas droit de cité. Et cette haine n'a rien à voir
avec l'islam. Il vous vise là, Christophe Castaner, il vise certains de vos élus? Non, je ne le crois pas. Je ne me sens en tout cas pas visé par ces propos. Je dois dire aussi, Mickaël Darmon, que non, aucun sujet ne me met en difficulté, aucun. Et que quand M. Castaner parle d'atteinte au pacte républicain, il ferait bien de ne pas être uniquement sur un seul sujet. Parce que moi, je veux vous le Dans dire... votre mouvement, on n'est pas très au clair sur ce sujet. Il y a des Ah bon dissensions, des Mais divergences. on va en parler. Je vous mets au défi de Justement. trouver une dissension, C'est une pas une question divergence. de défi. Moi, Non, mais attendez, en attendant, de dire une chose. Oui. Le pacte républicain, ça n'est pas que le sujet abordé ensuite dans sa démonstration par M. Castaner. Quand un préfet de police, interpellé par une femme dans la rue, se vit et s'explique comme étant dans un camp opposé à une partie de la population de ce pays, c'est une atteinte fondamentale au pacte républicain. Quand un mouvement social est finalement réprimé, comme a été celui des Gilets jaunes, avec, on l'a vu encore récemment, des gens qui sont tout à fait pacifiques, qui ont le pacifisme chevillé au corps, qui viennent en manifestation et qui se retrouvent, on a vu ces images, avec un tir de grenade tendu en pleine figure, ça n'est pas non plus le pacte républicain, d'accord ? La République, vous savez, elle a parfois bon dos. Et moi, j'en vois certains qui se parent derrière la République et la laïcité pour faire autre chose que ce qu'est véritablement la République. Donc non, moi, sur ces sujets, je ne suis absolument pas en difficulté. D'ailleurs, posez-moi toutes vos questions, j'ai aucun problème avec ça. Le problème n'est pas de vous mettre en difficulté, le problème est de justement la question est de vous amener à je dis ça parce que clarifier. vous avez commencé par dire des sujets qui vous mettent en difficulté. Oui. Non, il n'y en a pas. Parce que dans votre propre parti, il y a des discussions, notamment sur la question de l'islamophobie, par exemple, avec la manifestation il y a quelques jours. Expliquons-nous Donc, là-dessus. dans votre parti, la question que je vous pose, c'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a des dissensions? Est-ce que tout le monde est sur la même ligne sur les questions de laïcité, de l'islamophobie, telles qu'on a pu le constater ces derniers jours? La France insoumise, Mickaël Darmon, est un mouvement républicain. Pas au sens incantatoire, au sens conséquent. La République, ça n'est pas un régime neutre, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'unité du peuple français et la concorde du peuple français. Et nous en avons plus que besoin face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Vous devez bien admettre qu'à Bayonne, avec l'attaque de la mosquée, l'attaque de fidèles, il y a eu un franchissement de seuil considérable, dans un contexte de libération de la parole qui stigmatise les musulmans. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque je suis sur l'antenne de CNews, pour dire qu'effectivement, nous avons un problème avec le fait que certaines chaînes continuent à laisser liberté totale de parole à des gens comme Éric Zemmour qui ont été... Je termine. Je sais que ça vous met en cause, donc vous allez répondre. Non, mais qui ont été condamnés par la justice, qui sont des délinquants pour avoir tenu des propos d'incitation à la haine. Je dois vous dire une chose. Adrien Quatennens, vous êtes là aujourd'hui sur l'antenne de CNews, mais également sur l'antenne d'Europe 1. Donc bien sûr. Aimable à vous de ne pas prendre forcément en otage les auditeurs je réponds à la question de... vous êtes invité, bien entendu, à débattre face à Éric Zemmour. Je réponds... Non, mais... Vous n'avez Éric Zemmour, aucune difficulté à débattre. Non, mais Éric Zemmour, de mon point de vue, ayant été condamné pour incitation à la haine, avec des paroles qui, de mon point de vue, sont des paroles de guerre civile, ne devraient plus avoir le droit d'être sur une antenne. C'est mon avis, c'était peut-être pas le vôtre, mais c'est le mien. Et je vous le dis. Alors, je réponds à votre question. Vous avez voulu en parler, très bien. Donc, la manifestation du 10, Mickaël Darmon. Dire une chose, nous ne pouvons pas supporter, et aucun républicain conséquent ne peut supporter qu'une part de notre population soit stigmatisée, comme c'est le cas aujourd'hui de plus en plus en France, en fonction de son appartenance religieuse. La République, la laïcité, ça n'est pas le combat contre une religion. Et en participant à la manifestation du 10, la France insoumise a fait une démonstration, y compris à nos compatriotes de confession musulmane qui se sentent stigmatisés, qui est de dire, eh bien oui, vous avez des forces républicaines conséquentes, d'appui, qui sont pour la concorde entre tout le peuple français, quelle que soit son appartenance réelle ou supposée à telle ou telle religion. Et c'est aussi un signal, qui est de ne pas laisser le combat antiraciste à des personnes qui peut-être auraient d'autres visées, notamment communautaires. Lorsqu'on parle du Mali, vous dénoncez l'existence des écoles coraniques, et pourquoi vous ne les dénoncez pas lorsqu'elles existent dans nos propres quartiers, dans nos propres banlieues? Et donc vous nous aurez mal entendu, peut-être par confort, Mickaël Darmon. Non, je vous mais pose la question. à chaque fois que la religion prétend imposer ces lois en politique, vous nous trouverez toujours comme ennemis résolus de cette tentative de la religion de venir en politique. Il y a des élus chez vous, notamment dans les quartiers populaires, qui sont, par exemple, pour le fait que le voile puisse être porté par des mamans dans les sorties d'école. Attendez. Il existe un débat à ce sujet. Quelle est votre position? Est-ce que vous savez ce qu'est la laïcité? La laïcité, c'est la mise à distance du religieux, des vérités révélées, des débats politiques. Et ça, là-dessus, nous serons toujours intransigeants. Nous sommes des républicains conséquents et donc des laïcs absolument convaincus et méthodiques. Donc là, le cas que vous évoquez précisément, on n'est pas dans le cadre intérieur de l'école.
Parce qu'il y a une solution immédiate à ce que vous suggérez. Si vous Moi, je voulez suggère que rien, je vous pose des questions. si Il vous faut que voulez vous compreniez que quand si vous même. voulez que les personnes qui accompagnent les enfants en sortie scolaire, parce qu'il faut quand même que les enfants sortent en sortie scolaire. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas les fonctionnaires pour le faire, on fait appel aux parents qui souvent donnent de leur temps et de leur cœur pour venir accompagner nos gosses. Vous voudriez faire la police du vêtement pour ça? Il y a peut-être une Moi, je ne veux rien, solution. une fois de Non mais plus. entendez, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande que ce soit des fonctionnaires qui les accompagnent. Parce que Michael Darmon, oui, les fonctionnaires qui personnifient l'État, ils sont soumis à l'objectif de neutralité. Mais vous ne pouvez pas faire la police du vêtement dans la rue. La laïcité, ça n'est pas ça. Oui, quand vous êtes dans le service public, quand vous représentez l'État ou quand vous êtes un responsable politique, vous êtes tenu à la neutralité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entorses à la laïcité parce qu'on parle toujours d'une seule religion. C'est aussi un problème. Moi, je veux bien qu'on parle des signes religieux, mais j'en ai assez que l'on parle uniquement d'une religion. Et surtout, ce qui est inacceptable, c'est qu'on s'en prenne à des personnes. En l'occurrence, Parce on qu'on parlait peut de l'islam. critiquer les religions, c'est une évidence. Mais on ne peut pas s'attaquer à des personnes en fonction de leur appartenance religieuse. Voilà qui devait être dit. Et je crois que c'est ça, être un républicain convaincu et conséquent. Quand quelqu'un attaque une mosquée, continuer à en c'est parler. un acte antipatriotique aussi. Voilà qui Absolument. doit être On va dit. continuer à en parler. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Adrien Quatennens. Et on retrouve Adrien Quatennens pour cette dernière partie du grand rendez-vous. Vous allez tenir la veille donc, des mobilisations à Lille un meeting pour parler aussi de la mi-mandat, un peu votre propre bilan finalement. Vous avez évoqué justement le besoin de lutter, de faire reculer le Rassemblement national et Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que vous appellerez ou vous pouvez appeler un front républicain pour la battre? Mais je pense que, vous savez, tout ça, malheureusement, ça n'a pas marché par le passé. Je crois que c'est par la conviction et les contenus que nous allons porter que nous allons pouvoir convaincre. C'est la mi-mandat, vous l'avez dit, ça fait 2 ans et demi que le groupe de la France Est-ce que vous pouvez Insoumise est répondre à à cette l'Assemblée question nationale. précisément? Est-ce qu'il faut un front républicain lorsqu'il s'agit de faire battre Mais le RN? vous savez, un front républicain, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une incantation. Souvent, quand vous donnez des consignes de vote, du coup, elles ne sont même pas respectées. Non, moi, je pense qu'on fera reculer le Rassemblement national en faisant la démonstration que son programme ne solutionne rien des grands problèmes qui se trouvent être confrontés pour beaucoup de notre population, de beaucoup de notre peuple, et puis surtout en faisant des propositions qui portent un autre idéal. Enfin, regardez un petit peu aujourd'hui, et j'aurai l'occasion d'en parler Oui, parce qu'on lors va de passer aux ce temps questions. de la mi-mandat, mais Oui. on a quand même une chape de plomb sur le pays, on ne sait pas bien où on va. On voit que pour l'instant, la politique d'Emmanuel Macron n'apporte pas les résultats escomptés. On voit que les plus riches, une petite minorité, s'enrichissent, que la pauvreté s'étend. Vous avez vu les restos du cœur, les chiffres. Alors, on va y revenir. 50% de ceux qui bénéficient de la campagne Restos du Cœur ont moins de 26 ans. Juste une dernière chose, on Oui, a on aussi y revient. on a un défi climatique à résoudre. Moi, je suis persuadé, je termine là, Michael Darmon, que notre pays, la France, a tous les atouts pour pouvoir finalement ouvrir la voie de cette grande bifurcation. Il est urgent maintenant, compte tenu de ce qu'on dit des scientifiques, d'engager une planification écologique. Parce qu'il y a à la fois une grande bifurcation à faire sur le plan de la méthode, mais dans un temps limité. Par conséquent, par exemple, s'agissant du climat, moi je ne crois pas simplement à la vertu de l'individu. Alors, Je crois qu'il faut effectivement les du comportements global individuels, au local. mais il faut aussi effectivement de grandes trajectoires Daniel politiques. Fleuron. Il faut faire, attendez, la transition du modèle énergétique. Il Parce faut qu'on faire va la vous y amener, transition on voudrait vous y amener par agricole. une question. Il y a plein de choses passionnantes Écoutez. à faire. Lever ce pays pour faire autre Alors. chose que la bouillie libérale qui met tout le monde dans le mur Alors, comme on le Damien voit aujourd'hui. Fleureau. Du global au local, comme dit Mickaël. À Lille, Martine Aubry est candidate à un 4e mandat. Vous-même, vous avez choisi de ne pas aller à ce combat des municipales. Pour quelle raison? Vous avez peur de ce scrutin? Oh non, pas du tout. Non. D'ailleurs, moi, franchement, la bataille électorale en tant que telle, c'est plutôt stimulant. C'est pas le sujet. Non, j'ai pris cette décision pour la raison que, dans le moment que nous vivons, il y a un fort divorce entre les représentés et les représentants. Une forte défiance pour la politique. Et moi, je veux contribuer à faire la démonstration avec mes amis que la politique, c'est l'affaire de tous. Et que donc, eh bien, on peut éviter d'être candidat classique à toutes les élections. Vous savez, moi, j'oublie pas que quand j'étais conseiller clientèle en campagne, j'ai été élu à quelques dizaines de voix près. Et j'ai dit que je serais consacré intégralement mon mandat. Avec les députés de la France Insoumise, nous faisons partie des 150 députés les plus actifs de l'Assemblée nationale. Donc on tient parole là-dessus. Et moi, je pense que c'est plutôt une belle démonstration que de dire, précisément, je serai jusqu'à son terme consacré pleinement à mon mandat dans une période de défiance. Et par ailleurs, vous savez, il y a plein de gens talentueux. À Lille, nous avons un beau collectif décidé pour Lille, notamment emmené par mon ami Julien Poix et Élodie Chloé. Et je crois qu'ils sont tout à fait capables d'atteindre l'objectif de faire en sorte c'est que d'une les manière, Lilloises et les Lillois effectivement- deviennent des décideurs eux aussi. C'est- Il faut ouvrir en fait le jeu
et considérer que pour faire reculer l'abstention, ce qui est aussi un défi considérable, eh bien, il faut être un outil au service de la mobilisation. C'est plus important que d'être soi-même candidat à toutes les Oui, ça élections. montre aussi que vous n'êtes pas en situation de pouvoir prendre une ville en ce moment. Cécile Pourquoi vous Cornudet, dites ça ? parce que justement, vous n'êtes pas en ce moment engagé dans les municipales. Vous n'êtes- Si, nous le sommes. La France Insoumise n'aura pas de liste en son nom propre Voilà. parce qu'elle fait le choix, dans la période, d'être utile à l'implication des citoyens eux-mêmes. Mais vous savez, c'est pas juste de la communication. Je prends qu'un exemple. Non, pas du Par tout. exemple, J'entends on crée les votre propos conditions politique. qu'il y ait des conseils municipaux avant l'heure qui créent les délibérations municipales avec les citoyens. Faire la démonstration que les gens sont capables, que la technique doit être soumise à la politique et non pas l'inverse. Parce que par exemple, à Lille, vous savez, souvent Martine Aubry parle de la bonne gestion, mais la bonne gestion, en fait, elle a remplacé depuis longtemps l'idéal qu'on est en droit d'attendre d'une ville de gauche, par exemple. Refaire de la politique avec les citoyens et faire la démonstration que la politique est bien l'affaire de tous. Voilà le cœur de Alors, l'affaire pour les Justement, municipales. Comme La les politique, c'est échéances de arrivent. l'incarnation aussi. Jean-Luc Mélenchon sera-t-il votre candidat pour 2022 ? Je pense que la meilleure chose que vous ayez à faire pour le vérifier, c'est de l'interroger lui, puisque la Non, je décision vous lui demande appartient. votre candidat à Vous vous. me demandez, vous, vous me bien demandez mon sûr. avis. Oui, Votre moi, choix. mon avis, c'est qu'il est le meilleur candidat. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il soit candidat à nouveau en 2022, parce que je considère que dans cette pagaille croissante et ce délitement de l'État républicain qu'il y a en cours, et face aux grands objectifs qu'il faut fixer, notamment s'agissant de la planification écologique, le fait qu'on ne retrouvera pas de consentement dans notre pays sans en passer par l'étape d'une constituante où le peuple redéfinit la règle du jeu, je crois qu'il est le mieux Vous disiez capable. qu'il fallait donner ses chances à d'autres. Bien sûr, mais je Il y a crois qu'il est. Clémentine Autain, Je il y a crois, beaucoup de. je crois que très François sérieusement, Ruffin, il est beaucoup de gens le dans votre plus parti. capable d'incarner cela. Voilà. Mais vous Moi, aussi, je me vous le souviens, pensez moi, par je me vous-même, souviens vous de, l'avez dit, vous l'avez écrit. attendez, je me souviens d'une interview Si. qu'avait donnée Jean-Luc Mélenchon dans un journal que j'ai gardé, où il disait pendant l'élection présidentielle, je suis le vote stable et sûr. Et ben, je crois que Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable de cela, et que c'est notamment ça qu'il va falloir incarner en 2022 dans une espèce de pagaille généralisée et d'un duel dont les Français ne veulent plus entre Macron et Le Pen. Alors- Donc tu vois bien que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Adrien Quatennens, je me souviens moi aussi d'une interview dans Le Point, je l'ai mise de côté, c'était la vôtre, un portrait où vous disiez, mais si effectivement, si la situation s'y prête, s'il n'y a pas de possibilité avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien je suis prêt à être candidat Oh à là là. l'élection J'ai présidentielle. jamais fait de déclaration de candidature à la présidentielle dans aucun journal, Mickaël Vous en Darmanin. avez parlé dans Le Point en disant je suis prêt à y aller, c'était entre guillemets, Non, c'était pas... ce que j'ai pu dire, effectivement, c'est que Jean-Luc Mélenchon, notamment par son travail, a contribué à ce que d'autres personnalités autour de lui émergent. Souvenez-vous que pendant la campagne de 2017, on faisait souvent le reproche à Jean-Luc Mélenchon, malgré une très belle campagne et novatrice, d'être l'homme seul. Vous vous souvenez, on a beaucoup de titres de presse sur Mélenchon, l'homme seul. Mais maintenant, Je crois c'est pas qu'aujourd'hui, isolé, 2 maintenant. ans et demi après, on peut plus dire ça. Jean-Luc Mélenchon, il a autour de lui, effectivement, des personnalités que vous Oui. avez citées, des femmes, des hommes. Et qui veulent lui dire parfois au revoir, merci, Bah, je sais pas respect, qui, vous en terminé. connaissez Ben, Vous on en entend, connaissez, vous les murmurer, les François Ruffin, des Clémentine Mais vous Autain. savez, La François critique qui existe, François tout le Ruffin, il a son rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Luc Mélenchon pour discuter ensemble de stratégie politique, comme beaucoup d'entre nous. Il a la réunion de groupe comme tous les autres. Non, je crois que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a amené nos idées le plus près de la porte du pouvoir. Et je crois que s'il en a l'énergie, et à mon avis c'est le cas, eh bien il est le mieux placé pour le faire encore. Après, s'il s'agit de penser le temps long, eh bien évidemment qu'il est à peu près clair qu'après lui, il y aura d'autres possibilités. Mais moi, je pense que c'est encore son heure. Vous savez, récemment, Jean-Luc Mélenchon avait dit à des journalistes, vous pensiez que vous seriez débarrassé de notre courant de pensée après moi, mais avec les femmes et les hommes qui ont émergé autour de moi, non, vous en prenez encore pour 60 ans. Je vous confirme, il a raison. Et vous, Cécile vous Cornudet. dites, je vais essayer de crédibiliser le mouvement avant de penser peut-être à l'après 2022. J'ai une phrase de vous, vous dites, j'incarne une crédibilité dans un mouvement qui évoque des gauchistes échevelés. C'est quoi Non. la mission que vous Là, vous fixez? clairement, je vous me défie de retrouver les propos. J'ai jamais prononcé ce verbatim-là. C'est pas possible. Je Dans veux Le dire, Point. vous- interview non, dans mais on Le va Point. reprendre On a la l'interview du date. Point parce que Absolument. non, ce que je On dis, l'a c'est lu. que le groupe de la France Insoumise et ses élus, puisque maintenant il y a aussi le groupe parlementaire, participent de cette démonstration. Oui, nous sommes une force d'opposition, mais nous sommes aussi une force de proposition. Il faut aller voir un peu le travail parlementaire On qui l'a est vu, fait, on et l'a beaucoup de regardé. gens le On regardent. suit, oui. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'on serait uniquement dans l'incantation, dans la contestation pour la contestation. Nous avons le souci d'incarner un débouché politique. Alors oui, c'est un pas de côté. Ce que nous on propose est assez radical, mais je pense que c'est tout à fait adapté à la situation. La question, c'est compte tenu de ce que nous avons sous les yeux, de la situation du pays et du monde, est-ce que nos solutions aujourd'hui ne sont pas finalement les plus raisonnables ? Moi, je pense que si.
Je crois que le programme de la France Insoumise est tout à fait raisonnable dans la période et qu'à côté, ce que déploie Emmanuel Macron, notamment s'agissant du climat ou de l'économie, on voit aussi la situation du chômage, est tout à fait déraisonnable. Voilà. Donc je crois que notre travail parlementaire concourt à montrer cette crédibilité. Oui, s'il fallait gouverner le pays autrement pour changer la vie, nous y serions prêts. Et je vous dis même à votre antenne ce midi, nous n'y avons pas renoncé. Merci, c'était le grand rendez-vous d'Adrien Quatennens. Vous pouvez dès à présent retrouver donc l'émission sur le site europe1.fr. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Merci à vous.